Presento al doctor André Robert, agradeciéndole su presencia en este Congreso de Transversalidades en Educación Media Superior y Superior. Primero, el doctor André Robert, en un principio en su trayectoria académica, fue profesor de filosofía en el nivel de liceo. Después, formador de docentes e hizo una tesis doctoral en Sociología de la Educación en la Universidad de París 5 sobre los sindicatos de docentes y políticas educativas. Se convierte en docente investigador. Primero obtuvo el puesto de, el equivalente sería un profesor técnico, abajo del titular, técnico, asociado, y después fue nombrado en varias universidades, tuvo una trayectoria en varias universidades en Francia, hasta llegar a la Universidad de Lyon. Ha ocupado varios puestos en el esquema de la educación superior en Francia, como redactor jefe de editorial de la revista francesa de pedagogía, que es la primera revista en ciencias de la educación en Francia. Fue el fundador y director del Laboratorio de Educación, Cultura y Políticas en la Universidad de Lyon II. Fue director de la Escuela Doctoral de Lyon II durante 10 años y fue finalmente presidente del CNU de Ciencias de la Educación en Francia. El CNU es el Consejo Nacional de Universidades y era el grupo el CNU es un equivalente al Sistema Nacional de Investigadores y trabajó como presidente en la sección de Educación. Doctor Robert, merci. Y en este momento está ejerciendo funciones en el extranjero, en el exterior. Tu continúas a trabajar. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y por la traducción. Digo primero mi solidaridad con las víctimas del Trembler. Voy a hablar en francés, disculpe. Donc, mon point de départ cet après-midi est constitué par des éléments empiriques tirés d'enquêtes que j'ai conduites pendant les 15 dernières années à l'INRP, Institut National de Recherche Pédagogique. Ces enquêtes ont concerné, comme le dit le titre, le syndicalisme enseignant, dans ses rapports avec les sciences de l'éducation et plus largement avec la recherche en éducation. Univers qui doivent être définitivement séparés ou qui contiennent des compatibilités. Si oui, à quelles conditions? J'évoquerai ces enquêtes, mais je ne m'y attarderai pas, préférant élargir le propos et privilégier la réflexion sur les transversalités, telles de votre collègue. Ce qui est en jeu, en effet, c'est la question des liens entre telle ou telle forme de prise de position, de militantisme et la notion de recherche scientifique. C'est donc bien une question épistémologique qui convoque une vision distinctive séparatrice d'une part et une vision critique relativiste d'autre part que j'essaierai de traiter. Dans le premier terme de l'alternative, sont soulignés et théorisés comme indépassables les clivages entre deux univers aux logiques fondamentalement distinctes, celle de la connaissance, celle de l'action. Dans le deuxième terme de l'alternative, sont mis en avant, au contraire, les passages entre univers de la connaissance et univers de l'action. Mais dans le contexte de ces passages,
il y a indéniablement un risque de confusionnisme et de relativisme qui invite à la prudence et à la vigilance épistémologique. En mobilisant certains outils théoriques empruntés à des auteurs qui tentent de penser, ou comme ils disent, repenser la science et la recherche scientifique à l'époque contemporaine, je m'efforcerai de considérer s'il est possible de dépasser l'affrontement binaire entre différentialisme et antidifférentialisme, les deux positions que j'ai précisées il y a un instant. Au bénéfice d'une éventuelle troisième conception appelée précisément transversalisme. L'hypothèse est posée qu'à partir de l'exemple de nouvelles relations entre le syndicalisme enseignant ou militantisme plus généralement et la recherche en éducation, il est envisageable de monter en généralité et d'analyser les bougées ou tremblés épistémologiques affectant la notion de recherche scientifique à l'époque contemporaine, du côté d'une certaine forme de transversalisme. J'aborderai 5 points, 5 puntos. Primero, même si nous savons avec Marcel Mauss que les vraies définitions se situent au terme d'un processus intellectuel d'élaboration problématique, il reste nécessaire, au point de départ d'une réflexion à titre de repère initial, de savoir de quoi l'on parle et ce que l'on interroge. C'est une recommandation socratique de saine hygiène intellectuelle. Mais tout en sachant que ces définitions sont ultérieurement appelées à bouger, à évoluer, je me risque cependant à quelques formulations de départ évidemment critiquables. Alors, en première approche, la science peut être globalement définie comme une démarche visant à la connaissance objective d'un secteur de la réalité, caractérisé par un objet et une méthode spécifique, dans un domaine lui-même spécifique, et à l'intérieur d'un cadre théorique précis, procédant d'une procédure rationnelle d'administration de la preuve et aboutissant à des propositions à prétention universalisable, contrôlées et discutées par les pairs avant validation. De même, par tradition classique, la recherche scientifique, qui est la science en train de se faire, désigne une démarche intellectuelle visant, selon un ensemble de procédures normées, reconnues par une communauté, garante d'un domaine, d'un champ, ce que Bachelard, épistémologue français, a appelé la cité scientifique, donc visant à administrer la preuve de la résolution de problèmes préalablement construits à l'intérieur d'un cadre théorique de référence, ce qui conduit à une ou des connaissances nouvelles de portée plus ou moins importante et qui vont prendre diverses formes. Dans la même optique, est institutionnellement reconnu chercheur celui ou celle qui fait profession d'une telle activité consistant à produire des connaissances originales et cumulables, fondées sur des procédures avérées, dont la pertinence peut faire l'objet de validation relativement à un certain nombre de réquisites imposés. Il conviendra aussi que toute activité de recherche suppose dans son mouvement même une visée de communication de ses résultats. D'abord, à l'intention de la communauté scientifique, premier récepteur et premier évaluateur, mais ensuite, sous des modalités qui restent à définir, à l'intention d'autres publics, plus ou moins larges, et à la société en général. On en a beaucoup parlé depuis hier matin dans le collège. Alors, appliquées à l'enseignement et à l'éducation, ces notions de recherche et de science subissent quelques inflexions notables. Si le premier sens évoqué demeure, d'autres viennent se superposer. Ainsi, en France, les sciences de l'éducation
qui fêtent cette année leur 50e anniversaire, fondée en 1967, sont traversés dès leur origine par une tension épistémologique révélatrice et à ce jour non résolue. Cette tension met en regard, d'un côté, les partisans d'une conception qui revendique la juxtaposition de disciplines contributives bien distinctes, contribuant chacune avec sa spécificité à éclairer tel aspect du phénomène éducatif. Et d'un autre côté, les tenants d'une conception revendiquant la multiréférentialité, l'intégration dans la personne d'un seul et même chercheur de plusieurs approches disciplinaires mêlées, conduisant, je reprends ici la formule d'un chercheur français, aujourd'hui décédé, Jacques Ardoineau, à un polyglottisme scientifique, déclaré nécessaire pour atteindre la complexité du fait éducatif. Voilà, je ne sais pas si ce débat existe dans les sciences de l'éducation au Mexique, mais il est très présent en France. Yo no sé si este debate existe así de fuerte en México, pero al menos en Francia sucede. Un autre point de tension est constitué par la place donnée dans ces sciences de l'éducation à la pédagogie. Si la place conférée à la pédagogie est centrale, alors les dimensions axiologiques et praxéologiques prennent le pas sur la dimension proprement scientifique. Et le caractère des sciences de l'éducation en est nécessairement relativisé. En revanche, si la pédagogie, qui a ces dernières décennies reculé au bénéfice de la didactique, est plus marginale, les dimensions axiologiques, voire praxéologiques, sans être évidemment absentes, cèdent le pas à la dimension scientifique proprement. Si je reviens maintenant au terme recherche, comme cela a été dit hier, notamment par Juan Carlos, si je me souviens bien, l'étymologie latine du verbe chercher, circare, latin, désigne l'action d'aller, de tourner autour, de faire le tour, de parcourir en tous sens, c'est-à-dire d'envisager une pluralité de directions dont plusieurs peuvent s'avérer empruntables en dernière ligne. Si l'on considère plus spécifiquement l'éducation comme objet de recherche au sens large, il est clair qu'entre la recherche patentée sur le modèle des sciences dures et un type de recherche plus informel, il existe, sans doute plus qu'ailleurs, du fait des degrés intermédiaires, un appel à des redéfinitions. Alors, je mobiliserai par exemple la distinction opérée entre recherche sur l'éducation et recherche en éducation, à laquelle on pourrait adjoindre la formulation de recherche pour l'éducation. Dans la première expression, sur l'éducation, l'éducation est envisagée comme la production de connaissances ou recherche fondamentale, non expressément orientée vers la modification de la pratique. Dans la seconde expression, recherche en éducation, ce qui est en jeu, c'est la transformation d'une personne ou d'un groupe de personnes en devenir selon une orientation par des valeurs. Le fait de s'inclure au sein de ce processus, pour l'éducateur, contient l'idée d'une participation plus ou moins explicite à un mouvement de transformation. Plus encore, dans la troisième formulation, recherche pour l'éducation, la volonté de produire des connaissances nouvelles s'accompagne d'une volonté expresse d'influer sur l'existant, de le transformer, de l'améliorer en référence aux indications de la science, ce qui inscrit la recherche quasi directement dans le plan de l'action. Le dispositif même de problématisation du réel devant conduire à l'élaboration de réponses se donne initialement comme pris, comme inséré dans ce réel à transformer
a changé. Et la pédagogie est alors présentée comme centrale dans les sciences de l'éducation. Une autre signification de l'expression « pour l'éducation » ne peut pas, par ailleurs, pas être totalement exclue si l'on relève que le substantif sert aussi à désigner un système institutionnel, une instance politique, un appareil administratif ou syndical, ce qui me rapproche de mon thème du militantisme. Alors, au regard de la lecture critique que j'évoque ici, la recherche pour, en vue de, risque de se trouver, sinon entièrement subordonnée à une commande politique extérieure, au service de, du moins en position quasi obligée d'accompagner celle-ci, et de ne pas déroger à ses attendus fondamentaux. On voit donc bien l'enjeu. On pourrait dire ici que la nature et la pratique même des sciences de l'éducation et de la recherche en et pour l'éducation introduisent déjà des bougées par rapport aux conceptions classiques, traditionnelles de la science et de la recherche. Je ne m'attarderai pas longuement sur le terme de militantisme. Selon une définition de dictionnaire, rappelant l'origine latine de miles, désignant le soldat, il s'agit d'une attitude, je cite, qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions, qui défend activement une cause. Il faudra ajouter le fait que le militantisme s'exerce le plus souvent collectivement, à l'intérieur d'associations, d'organisations politiques, syndicales ou ce qu'on pourrait appeler des organisations d'idées. La visée principale en est l'action, et non, à la différence de la science dans sa définition première classique, qui vous verrez va évoluer bien sûr, sa visée c'est la connaissance, hein, c'est l'action et non pas la connaissance. Pareil. Si on suit Hegel, à qui l'on prête la formule « la connaissance tue l'action », il n'y a donc pas a priori de compatibilité et les clivages apparaissent alors insurmontables. Cependant, nous avons vu qu'en incluant la pédagogie, les sciences de l'éducation et la recherche en éducation s'inscrivent au moins partiellement dans un autre plan, comme en témoignent les différents courants d'éducation nouvelle portés par des personnalités autant militantes que chercheurs. On peut évoquer ici Maria Montessori, Janusz Korczak, ou encore le biologiste et psychologue Jean Piaget, pour ne citer que ceci. Et on pourrait aussi évoquer les courants d'éducation populaire, et on a entendu hier également le nom de Paolo Freire. Ces entreprises militantes ont bien aussi leur place, centrale ou non, dans la mouvance des recherches éducatives. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, alors là encore je ne sais pas si c'est le cas au Mexique comme en France, mais les sciences de l'éducation sont critiquées, voire méprisées, au sein de certaines communautés universitaires, car renvoyées à une dimension militante non scientifique. Voilà, c'est cela que je voudrais interroger. Es eso lo que yo quiero interrogar. Segundo. Alors, dans une des enquêtes que j'ai menées, qui a donné lieu à un livre sur la recherche et le syndicalisme enseignant, le sociologue français bien connu, François Dubay, s'exprimait ainsi, je cite, « La nature du lien entre la recherche et les acteurs est compliquée. On peut réfléchir sur ce lien en postulant, de mon point de vue, une autonomie très forte. Où j'agis, où je cherche. » La citation de Dubay se poursuit et il dit un peu plus loin, même si mes recherches sont certainement sous-tendues par des valeurs, elles ne portent en elles aucun programme d'action. Je n'ai jamais cru d'ailleurs que les idées déterminent l'action de façon directe. Là-dessus, je suis un dualiste
absolue. Donc, les clivages. Il ne peut jamais y avoir de réconciliation entre le monde de la recherche et le monde de l'action. C'est ce qu'il disait aux environs des années 2000. Esto lo decía aproximadamente en el año 2000. Ce sont deux planètes qui ont des intersections, flirtent, se rencontrent, mais par nature ne peuvent pas se confondre. Alors François Dubay exprimait ainsi la position classique dominante dans l'univers académique, héritée en France des travaux de Gaston Bachelard, que j'ai déjà évoqué, théoricien de la rupture épistémologique et concepteur de l'idée d'une cité scientifique dont les idéaux et les pratiques se situeraient à l'écart de la vie sociale. Alors, si le sociologue américain Merton a quant à lui été un des premiers sociologues de la science, les 4 normes régulatrices de la connaissance scientifique et de la recherche qu'il expose restent marquées par une certaine idéalisation. Je vous rappelle ces 4 normes: universalisme, communalisme, désintéressement, scepticisme organisé. Ces analyses différentialistes, aussi bien celles de Bachelard que celles de Merton lui-même, conduisent chacune à sa manière à absolutiser les tracés frontaliers, à souligner les clivages entre recherche et militantisme, à ignorer les transversalités éventuelles et à privilégier les recherches normées classiquement. Donc, dans le domaine de l'éducation, les seules recherches sûres, en évacuant les recherches en, pour ou avec d'autres acteurs sociaux qui ont pourtant bien leur place dans ces sciences d'éducation. Or, l'image renvoyée de la science et de la recherche par ses définitions et analyses différentialistes ne correspond pas à l'exacte réalité. À travers son étude historique des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn a montré, dans les années 60, que dans les longues périodes intermédiaires entre 2 révolutions scientifiques, par exemple, passage de l'aristotélisme au newtonisme, s'établit ce qu'il a appelé, vous le savez, une science normale, à laquelle tout chercheur doit s'affilier s'il veut être reconnu académiquement. Une certaine allégeance au paradigme normal, dominant, étant plus exigée de lui qu'une inventivité radicale. Voilà un premier point pour relativiser la conception classique. Plus systématique encore s'avère l'entreprise d'une sociologie des sciences résolument non mertonienne, illustrée en France, mais bien connue internationalement désormais, notamment par les travaux de Michel Calon et Bruno Latour, qui a été largement évoqué hier, notamment dans les conférences de Rosenberg-Romero et de Rulietta. S'intéressant à la science en train de se faire, donc au processus de la recherche, plutôt qu'à la science faite, terminée, Bruno Latour dégage la notion de chaîne de traduction qui sert à désigner les chaînes hétérogènes d'association, encore appelées modèles par réseau hétérogène, contribuant au processus de fabrication du fait scientifique. Et il développe aussi la notion de symétrie entre faits scientifiques ayant triomphé et faits scientifiques ayant échoué, ce qui est propre à créer un petit scandale. Ce modèle de Latour, s'articule en 5 pôles principaux. Au centre, ce qu'il appelle des liens et des liants, constitués par des concepts et des théories. Puis, en position satellitaire autour de ce noyau, il parle d'une autonomisation de la recherche, visant entre autres, et là les formules sont quand même extrêmement intéressantes et provocatrices,
visant à créer des collèges, organiser une mise en scène de la recherche et aussi à trouver des alliances avec l'État, avec l'industrie, avec l'armée, les organisations syndicales et beaucoup d'autres acteurs. Ce que Latour appelle une mobilisation du monde autour de la proposition scientifique, provoquant à son tour un intéressement, donc le contraire du terme employé par Merton, une reconnaissance et de la crédibilité. Je cite Latour, « Les chercheurs, dit-il, passent leur temps à essayer de nouvelles associations, à créer un monde intérieur ultra-varié, à déplacer des intérêts, à négocier des faits, à redistribuer les groupes et à recruter de nouveaux alliés. Dans leur activité de recherche, ils ne savent jamais reconnaître avec certitude parmi les associations celle qui s'avérera durable et celle qui se défera. » Autrement dit, dans cette analyse, l'idée d'un militantisme particulier, le militantisme pour la cause scientifique, pour une cause scientifique, a déjà toute sa place. Tercero punto. C'est ici que je retrouve, sous forme de synthèse, quelques aspects des recherches empiriques que j'ai menées et dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le syndicalisme enseignant concernant leur rapport à la recherche. Plusieurs postures syndicales ont pu et peuvent être observées. Alors, en France, bien sûr, mais aussi au Québec, et sans doute ici, en Amérique du Sud, et là je renvoie à un article que Roulietta avait écrit dans la revue française Carrefour de l'éducation. Alors, quelles sont ces différentes postures possibles? Je ne vais pas m'y attarder très longtemps. Première posture, ignorance radicale de la recherche. Certaines organisations ne veulent pas entendre parler de la recherche en éducation. Deuxième posture, révérence respectueuse. Tout ce que dit la recherche est sacré. Troisième posture, sélection intéressée et instrumentalisation. On ne retient des recherches que celles qui servent la cause syndicale. Ça, c'est la posture la plus développée, la plus répandue. Quatrième posture, une posture de médiation, soit en tant que relais passif, soit en tant que relais actif, c'est-à-dire que les organisations syndicales relaient l'information venant de la recherche. Et puis, les deux dernières postures, celles qui m'intéressent le plus, sont celles de la production directe de connaissances par les organisations syndicales, qui font de la recherche. Alors, on peut interroger la nature de cette recherche, mais il y a des organisations syndicales, je pense en France au SNEP, l'organisation syndicale de professeurs d'éducation physique, éducation physica, des Pontes, et au Québec, la CSQ, Centrale syndicale des enseignants québécois, qui, en son centre, a un centre de recherche. Et puis, sixième posture, très intéressante aussi, à laquelle j'ai participé en tant que chercheur, c'est la production collaborative de connaissances par des groupes réunissant des chercheurs professionnels et des syndicalistes, éventuellement d'autres acteurs. Et c'est évidemment cette posture qui va m'intéresser plus particulièrement. Cette dernière forme s'est développée ces dernières décennies et témoigne de deux phénomènes. L'évolution d'une attitude syndicale moins instrumentale vis-à-vis de la recherche et l'émergence de plus en plus affirmée dans l'univers scientifique éducationnel de recherche d'un type nouveau, correspondant à recherche en et recherche pour. Ce sont les recherches-actions ou action-recherche, recherche-innovation
ou recherche-intervention. On s'approche, au total de ces quelques expériences significatives, de perspectives de réciprocité et d'hybridation entre les deux mondes, celui de la recherche et celui de l'action. Au clivage initialement pointé se substituent ou peuvent se substituer des usages de la recherche non systématiquement instrumentalisés et dans le meilleur des cas vont se manifester de véritables passages d'un monde à l'autre. Alors il est souvent affirmé par certains partisans du différentialisme qu'on aurait ici affaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à des formes de recherche affaiblies, voire non validables. Et les sciences de l'éducation seraient prises dans cette critique. Or, l'évolution des types de recherche en sciences exactes elles-mêmes, traduite par de nouvelles positions épistémologiques et par certaines sociologies des sciences, indique que ce n'est pas aussi simple. Quater no punto. Afin d'éclaircir le débat entre différentialisme et non-différentialisme, les distinctions opérées par Gibbons, Nowotny et collègues, d'abord dans The New Production of Knowledge et ensuite dans Repenser la science, enfin, traduit en français sous ce titre, Repenser la science, peuvent constituer un précieux appui. Et je vais consacrer quelques instants. Ces auteurs proposent de considérer qu'on assiste à un passage de ce qu'ils s'appelle un mode 1 à un mode 2 de la connaissance. Ce mode 2 étant lui-même articulé à un mode 2 de la société. Alors, le mode 1 est disciplinaire, académique, universitaire. Les institutions de recherche dominantes sont les universités. Et les disciplines nettement séparées constituent le modèle de la science. Les problèmes sont posés et résolus dans un contexte gouverné par les intérêts des intéressés, on trouve Merkel, d'une communauté spécifique, la cité scientifique, Bachelard. Gibbons, Nowotny et Scott, dans Repenser la science, parlent de science réductionniste. Et je cite, en science réductionniste, qui demeure l'objet des aspirations de beaucoup de scientifiques, il faut établir des frontières claires qui délimitent le domaine scientifique et différencient la science de la non-science. À l'opposé, le mode 2 de la connaissance, plus marqué par la perspective de l'application, des sciences appliquées, correspondant à ce qu'on appelle aujourd'hui recherche, innovation, développement, est transdisciplinaire, hétérogène, moins hiérarchisé. Il inclut dans le processus même de connaissance une palette plus large, plus hétérogène et temporaire de chercheurs, praticiens et acteurs sociaux diversifiés, collaborant sur des problèmes définis et localisés. Il y a donc une place au sein du mode 2 pour une collaboration, parce que je suis parti de là, entre des militants et des chercheurs, et dont les modalités restent à définir chaque fois. Je cite, l'espace de la production de connaissances de mode 2 se déploie entre des frontières ouvertes et fluctuantes et implique une reconfiguration de la connaissance et des acteurs. Il cite cette phrase significative de Latour, évoquant une science libérée de la nécessité politique de rester à l'écart de la politique. Je citais Latour et cette formule, une science libérée de la nécessité politique de rester à l'écart de la politique. C'est-à-dire que la science doit faire de la politique. Évidemment, au cœur de la société se trouve
justement, la politique et la science ne peut pas l'ignorer. Nowotny, Scott et Gibbons accordent donc, en écho à ce qu'ils pensent observer dans la société contemporaine et dans le mouvement de la science lui-même, une place importante à ce qu'ils appellent l'agora. L'agora. Espace public de débat où les gens, les citoyens, ils disent les gens, les citoyens, ils emploient aussi l'expression de contexte, ne sont pas passifs, mais au contraire extrêmement actifs. Les exemples de tels débats citoyens, intégrant les résultats de la recherche sans les sacraliser, ne manquent pas, particulièrement dans les domaines de l'écologie, on en a entendu parler tout à l'heure, et de la santé. Je pourrais évoquer un article de Latour où il montre comment le Téléthon, en France, une émission de télévision, a modifié les conditions de la recherche. Podría nombrar un artículo de Bruno Latour en relación con la salud, donde Bruno Latour muestra cómo se relaciona la salud con el Teletón, donde se reúne dinero para mejorar las condiciones de investigación. Et évidemment, l'éducation est aussi concernée, peut-être encore plus, par cette agora. Une autre caractéristique du mode 2 de la connaissance est qu'il doit être de plus en plus, pour employer un mot anglais, accountable, c'est-à-dire doit de plus en plus rendre des comptes à la société et être réflexif. Cependant, et c'est ce qui est particulièrement intéressant, Nowotny, Gibbons et Conneff n'ignorent évidemment pas qu'on ne peut établir de coupure définitive et radicale entre mode 1 et mode 2. Les deux modes coexistent dans notre monde et dans notre société contemporaine, les deux modes coexistent. Le mode 2 ne se substituant pas intégralement au mode 1, dont il continue à dépendre en partie, ne serait-ce qu'au niveau de la formation universitaire en général. Et cette tension entre les deux modes, il me semble, devoir être travaillée intellectuellement. En ce sens qu'elle est, me semble-t-il, heuristique, permettant de relativiser une conception absolutisée de la science, celle que j'ai décrite au début, et dont vous comprenez que je ne la partage pas complètement, sans pour autant tomber dans un relativisme intégral du type de celui d'un auteur comme l'auteur autrichien Feyerabend, qui a écrit un livre sur le rapprochement entre l'anarchisme et la science, et qui dit que méthodologiquement, voire théoriquement, tout est bon. Anything goes. Et c'est à partir de cette tension entre mode 2 et mode 1 de la connaissance qu'on peut peut-être tenter un dépassement dialectique. On a un problème du temps. Je termine. Oui. Je termine. Oui, voilà. D'accord. Donc, mon dernier point et ma conclusion sont du côté de ce dépassement dialectique, de la tension entre le mode 1 et le mode 2 de la connaissance, en ne les considérant pas comme séparés, oui, mais comme ayant des interactions. D'accord ? Et c'est ce que je vais tenter en conclusion, mais en m'éloignant un peu de mon texte, oui, de théoriser sous la notion justement de transversalisme. Alors, je me tourne vers une sociologie de l'activité scientifique, là encore, dite transversaliste, pour obtenir des éléments de réponse et de dépassement dialectique. Donc, on peut aller vers les théories de Shin et Raguet. Oui. Cette sociologie prend en compte à la fois l'autonomie de la science et de la recherche et l'ensemble des phénomènes qui tirent celle-ci vers l'hétéronomie en la reliant à d'autres pratiques sociales. Et là, je cite Shin et Raguet. Donc,
pour illustrer le transversalisme. C'est dans le point 5. Oui. Oui. Citation. Mais je ne le vois pas. Après Nielbohr et Hegel, voilà. C'est là, c'est la page de D'accord. Donc cette position transversaliste tente de proposer des pistes permettant de penser les modalités d'articulation entre le champ scientifique et les autres champs sociaux. Oui. Comment dit, l'épistémologie des sciences en train de se faire, de la recherche scientifique, y compris dans les sciences dures, va du côté du transversalisme. Et j'en viens sur cette base à ma conclusion. Oui, d'accord. Il serait facile, conclusion, il serait facile de proposer un transfert du type des analyses transversalistes développées dans les sciences dures pour les appliquer au monde éducationnel. Et de souligner à ce propos la communauté de langage trouvée depuis quelque temps déjà par les chercheurs de profession, les militants se réclamant d'un syndicalisme intéressé à la recherche, auquel il faudrait ajouter les parents, certains administrateurs et d'autres acteurs sociaux. Ce serait trop facile. Néanmoins, sur cette base, on pourrait imaginer, plutôt que sciences de l'éducation, une plus grande pertinence des expressions américaines telles que Educational Studies ou Studies in Education, avec ce qu'elles désignent dans d'autres champs des sciences humaines, en mettant l'accent sur les hybridations, les forums hybrides, la circulation et le transfert d'idées entre plusieurs mondes. Car dans ces relations, ce n'est plus le face-à-face qui semble prévaloir, donc plus les frontières bien tracées, plus les clivages, mais bien plutôt, comme expression d'une nouvelle transversalité, le un avec l'autre, voire presque parfois le pas l'un sans l'autre. Autrement dit, la transversalité peut valoir comme une nouvelle pratique scientifique, à condition de se doter d'une vigilance épistémologique ou réflexive, de s'interroger sur la place respective des participants aux recherches, sur les méthodologies, sur le statut des savoirs produits et le type d'administration de la preuve en vigueur. Bref, sur la notion de vérité. Comme le dit le philosophe belge Gilbert Hautois, il convient d'analyser les interactions et interdépendances entre la science et d'autres champs de pratique, et non de renchérir sur la confusion universelle. Donc, oui, il y a des alliances, mais pas de confusion absolue. Et pour finir vraiment, en montant en généralité, j'évoquerai, dans une perspective transversaliste semblable, le développement actuel des mouvements de la science citoyenne et de la recherche participative comme particulièrement significatif au regard de la problématique de la transversalité que nous avons traitée dans ce colloque. Disculpe, j'ai été un peu long. Non, c'est bon.